Lors des dernières séances, nous avons parlé de la relation d'opposition, qui est une relation qui s'inscrit dans l'axe paradigmatique de la langue. Et cette fois-ci, nous allons revenir sur l'axe syntagmatique et parler plus en détail de la distribution. Alors, nous parlons de distribution, ou nous allons parler de distribution pour mieux parler en réalité d'opposition, encore une fois. Donc nous allons d'abord aborder la notion d'allophonie, qui est une notion que vous connaissez déjà, mais on introduit maintenant le terme d'allophonie. Puis nous allons revenir sur la notion de règle et sur la notion de contrainte qui est liée à la première. Et enfin, nous aborderons le cœur de ce cours, qui est un élément extrêmement important pour ce semestre, qui est la notion de distribution complémentaire, qui est liée donc à la relation d'opposition. Alors pourquoi nous allons parler de ça? Eh bien nous allons essayer de répondre à la question qui s'est posée jusqu'à présent, c'est comment prouver l'absence d'opposition? Nous savons comment prouver une opposition, il suffit de trouver une substitution minimale distinctive qui se manifeste par l'existence d'une paire minimale, par exemple. Et lorsque vous avez une paire minimale, eh bien, vous avez une opposition, c'est voilà, c'est prouvé, point. Mais nous ne savons pas vraiment comment prouver une absence d'opposition. Pourquoi? Parce que lorsque je n'ai pas de paire minimale, je ne sais pas si, par exemple, mettons deux sons, A et OU, si dans une langue je n'ai pas de paire minimale qui illustre une opposition entre A et OU, je ne sais pas si cette absence de paire minimale est due à une absence d'opposition ou tout simplement à un manque de données. Et il n'existe pas de cas idéal où on aurait accès à toutes les données d'une langue. Même le français, dont vous êtes locuteur natif, vous ne connaissez pas l'entièreté du lexique du français. Car le lexique est par définition une liste qui n'a pas de fin, contrairement aux éléments de la grammaire. Donc, on est pour le moment dans l'impossibilité de prouver l'absence d'une opposition. Eh bien, nous allons voir que, en partant de l'observation suivante, qui est une observation que l'on avait déjà faite, qui est que la réalisation des phonèmes varie selon des facteurs extralinguistiques, mais aussi selon des facteurs linguistiques, eh bien, avec cette observation, nous allons pouvoir prouver l'absence d'opposition par une méthode que nous allons aborder lors de cette séance. Donc j'ai dit qu'on revenait sur la notion d'allophonie. Donc allophonie, c'est un simple terme qui désigne quelque chose que vous connaissez déjà, mais qui regroupe un peu plus de choses encore. C'est l'ensemble des variantes d'un phonème. Donc vous connaissez déjà le terme de variante. Eh bien l'allophonie, c'est l'ensemble des variantes d'un phonème. C'est aussi simple que ça. Donc retenez ce terme. Donc vous savez déjà ce qu'est un phone. Un phone, c'est un son, tout simplement, que l'on peut délimiter des sons voisins grâce au test de substitution. Et bien lorsque deux phones sont les réalisations d'un seul phonème, on parle d'allophonie. C'est-à-dire qu'ils sont dans une relation d'allophonie. Donc deux phones sont allophones lorsqu'ils sont les réalisations d'un même phonème. Donc la phrase un peu type que l'on peut ressortir lorsqu'on fait une analyse phonologique, c'est, dans le cas qui est sous vos yeux ici, c'est que le RE et le RE, donc le R fricatif et le R roulé, sont deux allophones du phonème R, tout simplement. Donc le phone, on l'a vu, c'est une unité de son que l'on peut délimiter. Donc par exemple, le V dans le mot vache est un phone. Le E, l'occlusive glottale dans le mot H, une H, c'est aussi un phone. Mais en revanche, l'allophone, c'est pas tous les phones. C'est uniquement les unités de son qui réalisent des phonèmes. C'est ce que l'on vient de voir à l'instant. Donc par exemple, le V dans vache est un allophone du phonème V. Pourquoi? Parce que c'est un phone qui réalise un phonème. Si j'enlève le V, je me retrouve avec un mot qui n'a pas le même sens. Donc, le V n'est pas équivalent à 0. Donc, c'est la réalisation d'un phonème, c'est donc un allophone du phonème V. En revanche, l'occlusive glottale que l'on a dans H n'est pas un allophone. Pourquoi? Parce que si je retire l'occlusive glottale, je me retrouve donc avec un A en position initiale, ça fait H, et ça ne change pas le sens du mot. Donc il n'y a pas d'opposition entre l'occlusive glottale et 0, autrement dit l'occlusive glottale n'est pas la réalisation d'un phonème, c'est la réalisation d'une absence de phonème. Puisque si je mets un 0 à la place, ça ne change absolument pas le sens. Donc l'occlusive glottale n'est pas un allophone d'un phonème, c'est un son
parasite en quelque sorte, qui ne réalise aucun phonème. Même chose avec le schwa final en français, que l'on retrouve dans beaucoup de mots, mais qui ne réalise aucun phonème. Par exemple, si je dis parking, à la fin j'ai un petit schwa qui apparaît, que l'on ne note pas dans les transcriptions, mais qui est là en réalité. Eh bien, si je l'enlève, ce schwa, ça ne change absolument pas le sens du mot. Donc ce schwa n'est pas la réalisation d'un phonème, c'est la réalisation de zéro, de rien. Un son parasite. Alors, pour la suite du coup, il va être important d'aborder encore deux notions à l'intérieur de cette notion d'allophonie. C'est la notion d'extension du phonème et la notion d'intention du phonème. Normalement, ce sont des notions que vous avez déjà vues en introduction à la linguistique, probablement, mais si vous ne vous en souvenez pas, eh bien, je vous en redonne la définition. L'extension d'un phonème, alors je vais parler d'un mot pour commencer. L'extension d'un terme, c'est l'ensemble des objets qui sont désignés par ce terme. Par exemple, l'extension du mot chat, c'est tout simplement tous les chats que vous rencontrerez. Donc tous les objets que l'on peut appeler chat, c'est l'extension du mot chat. Eh bien, l'extension du phonème, c'est un petit peu pareil. Si vous prenez un phonème, par exemple, on a pris le phonème R de tout à l'heure, l'extension du phonème R, ce sont tous les allophones qui réalisent ce phonème. Donc l'extension d'un phonème, c'est un ensemble d'allophones, tout simplement. Donc c'est une manière de voir le phonème comme étant une sorte d'ensemble dans lequel on regroupe toutes les réalisations qui ne sont pas en opposition. C'est ça, l'extension d'un phonème. Et à l'inverse, on a la notion d'intention du phonème. Alors l'intention du phonème, c'est comme l'intention d'un terme. Donc si je reprends l'exemple du chat, du mot chat, l'intention du terme chat, du mot chat, eh bien c'est pas tous les objets que je peux désigner par le mot chat, mais c'est l'ensemble des propriétés qui sont communes à tous les objets que je désigne par le mot chat. Autrement dit, vous avez un chat noir qui est le chat de votre voisin, vous avez un chat tacheté chez vous, le chat de votre cousin est blanc. Eh bien, ces propriétés, noir, tacheté, blanc, ce ne sont pas des propriétés qui rentrent dans l'intention du terme chat, puisque le terme chat désigne uniquement les propriétés qui sont communes à tous les objets qui rentrent dans l'extension de chat. Donc les propriétés qui font partie de l'intention, eh bien, c'est par exemple avoir des moustaches, c'est être un félin, c'est avoir des yeux en amande, c'est le fait de miauler. Tout ça, ce sont des propriétés qui sont communes à l'ensemble des entités que vous pouvez désigner par le terme chat. Et donc, ces traits forment l'intention du terme chat. Autrement dit, les propriétés qui sont l'intention de chat sont moins grandes, moins importantes, en moins grande quantité que les propriétés qui vous permettent de décrire un chat en particulier, tout simplement. Donc c'est en quelque sorte c'est pas en quelque sorte d'ailleurs, c'est directement, c'est l'intersection de toutes les définitions de chacun des chats que vous trouverez. Et donc à l'intersection, vous aurez certains traits communs, et c'est ça l'intention du terme chat. Eh bien, pour reparler des phonèmes maintenant, c'est exactement la même chose. L'intention d'un phonème, c'est le sous-ensemble de traits qui est commun à tous les allophones du phonème. Autrement dit, c'est ce qu'on avait vu déjà lors de la dernière séance, ce sont les traits distinctifs de ce phonème. C'est ça l'intention du phonème. Les traits distinctifs du phonème qui sont du coup communs à chacun, pas à chacun, qui sont communs à l'ensemble des allophones. Alors on va prendre un exemple. Si je prends trois phones qui en français ne s'opposent pas et qui sont les réalisations d'un phonème, donc trois allophones, le R et le R. Le R est une fricative uvulaire sonore, le R est une roulée uvulaire sonore, et le R est une roulée alvéolaire sonore. Bon, je peux interchanger, on l'a déjà vu, je peux interchanger ces trois sons-là dans n'importe quel mot du français, le sens reste exactement le même. Donc si je prends le mot rat, je
prend un ra. Si je le prononce avec une fricative uvulaire sonore, ra, c'est probablement la prononciation la plus fréquente à l'endroit où nous nous trouvons, donc à Orléans par exemple, ou même dans, disons, le centre de la France. Mais si je vais plus vers le nord, notamment vers la Belgique, eh bien, si j'entends un ra, j'entendrai exactement le même mot en réalité. Même si la prononciation est légèrement différente, ça ne m'empêche absolument pas de comprendre ce mot. Si je vais un peu plus loin, et que je vais maintenant en Polynésie française, et que j'entends des gens dire un ra, pareil, ça ne change absolument pas le sens du mot. Donc, ces trois phones sont les réalisations d'un même phonème. Ce sont trois allophones du phonème R en français. L'extension de ce phonème R, eh bien, c'est l'ensemble de ces trois allophones. Donc, je peux le noter par exemple comme ceci. J'ai un phonème R qui a une certaine extension qui comprend ces trois allophones. Et en réalité, bien plus. Le nombre d'allophones est presque inquantifiable à chaque fois. Puisqu'on l'a vu, on ne prononce jamais deux fois le même son en réalité. Donc le phonème est la seule chose qui ne varie pas. C'est pour ça qu'on parle d'invariant pour les phonèmes et de variante pour les autres. Donc lorsque je donne une représentation de ce type-là, c'est déjà une simplification. Donc ça, c'est l'extension du phonème R. Et l'intention, eh bien, c'est l'ensemble des traits qui sont communs à toutes ou à tous les allophones, maintenant qu'on a introduit le terme, à tous les allophones ou toutes les variantes du phonème R. Donc j'avais une fricative uvulaire sonore, une roulée uvulaire sonore, une roulée alvéolaire sonore. Bon, le trait uvulaire n'est pas commun, puisque on a deux uvulaires mais une alvéolaire. Le trait roulé n'est pas non plus commun à tous ces allophones, puisque j'ai deux roulées mais j'ai une fricative. Le seul trait commun, c'est le trait sonore. Donc on en arrive à dire que l'intention du phonème R, c'est le trait sonore, uniquement. Alors on verra à la fin de la séance que, déjà, ce qui semble être un petit peu un problème, de dire qu'il n'y a que le trait sonore qui est distinctif pour le re, c'est un peu étrange, puisque le re ne s'oppose pas à un son sourd qui serait équivalent. Par exemple, le re, il n'y a pas d'opposition qu'un re qui serait non sonore. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre, mais nous verrons à la fin de la séance que, eh bien, si on va un petit peu plus loin, en réalité, l'intention du phonème R se trouve être 0, si on se base sur les traits articulatoires. Bon, donc passons ce point. Ça, c'est un problème qui se pose, qui est assez général et qui recouvre un peu tout le semestre. C'est la question des traits. Et pour terminer ce premier chapitre, donc on vient de voir un exemple d'allophonie avec les trois allophones du phonème R en français. Eh bien, il existe deux types d'allophonie. La variante libre, qui est le cas que l'on vient de voir à l'instant. Donc, ce sont des variantes qui sont conditionnées par un facteur extralinguistique. Dans le cas que l'on vient d'illustrer, le facteur extralinguistique, c'est le facteur espace. On est passé dans différents dialectes pour avoir différentes variantes du phonème R. C'est ce qu'on appelle des variantes libres. Alors pourquoi variante libre? Parce que la substitution peut se faire dans n'importe quel contexte de façon libre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des variantes libres. Et maintenant, on va voir un deuxième type de variante qu'on appelle la variante contextuelle et qui, elle, est conditionnée par un facteur linguistique. Donc le facteur linguistique, on l'a vu, pareil, en début de semestre, c'est tout ce qui est du ressort des notions que l'on utilise pour décrire la langue. Donc on a bien sûr les facteurs morphologiques, syntaxiques. Nous, on va s'intéresser en particulier aux facteurs phonologiques et donc aux notions de syllabes, de segments voisins, etc., avec des processus que vous connaissez, l'assimilation, la dissimilation, la fortition, etc. Donc les variantes contextuelles qu'on appelle également, c'est un autre terme que vous pourrez rencontrer, il n'y a pas de différence entre les deux, variantes combinatoires. Alors pour le moment, combinatoire, c'est pas forcément très très clair, on verra plus tard pourquoi combinatoire. Donc les variantes contextuelles, c'est ce qui va nous intéresser en particulier dans cette séance. Et pour aborder cette notion de variante contextuelle, il va falloir aborder la notion de distribution, que l'on va revoir à travers le prisme des règles, que l'on avait déjà abordé jusqu'ici. Donc les règles vont nous permettre de définir des contraintes qui seront nécessaires à la description des contextes dans lesquels on trouve certaines variantes.
Alors, jusqu'à présent, lorsqu'on parlait notamment d'opposition ou lorsque on parlait de substitution, eh bien, on parlait de relations qui s'établissaient sur l'ordre paradigmatique. Et toutes ces relations qui s'établissent sur l'axe paradigmatique, on appelle ça des relations phonématiques, qui font partie d'une discipline, d'une sous-discipline de la phonologie qu'on appelle la phonématique. Et ce sont donc tous les différents types d'alternance entre les unités que l'on a vues, donc les substitutions minimales ou non minimales, distinctives ou non distinctives, etc. Et même l'absence de substitution d'ailleurs, qui est un type de relation, disons. Et bien maintenant, nous allons voir un autre type de relation qui cette fois-ci s'établit sur l'axe syntagmatique. Et ces relations font partie d'un domaine qu'on appelle la phonotaxe. Donc, vous connaissez la syntaxe, vous connaissez peut-être la morphotaxe, peut-être que vous l'avez déjà rencontré. Eh bien, la phonotaxe, c'est en quelque sorte la syntaxe à l'intérieur du mot, à l'intérieur même des morphèmes, la syntaxe des phonèmes. Alors, vous connaissez déjà des notions de phonotaxe, qui sont assez simples, par exemple la syllabe, tout simplement. Et donc la question, c'est quel est le type de relation que l'on a sur l'axe syntagmatique. Bon, bien sûr, on a des relations d'opposition sur l'axe syntagmatique, qui sont illustrées par le test de permutation que l'on a déjà rencontré. Mais il existe aussi d'autres types de relations que l'on n'a pas rencontrées dans l'axe paradigmatique. Et ces relations, eh bien, ce sont des relations de dépendance. Et ça, en réalité, on les a déjà abordées, ces relations. Simplement, vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus généralisables qu'on pourrait le croire. Donc, par exemple, la syllabe, eh bien, vous savez déjà que c'est un ensemble de phonèmes qui sont constitués autour d'un noyau, qui est le seul élément de la syllabe à être absolument nécessaire, tandis que les autres sont optionnels et ne peuvent pas exister en soi. Donc, par exemple, une attaque ne peut pas exister seule, ne peut pas à elle seule former une syllabe. Idem pour la coda. En revanche, le noyau, qui est souvent une voyelle, peut être à lui seul une syllabe. Autrement dit, la syllabe, c'est quoi? C'est une relation de dépendance entre des phones, ou des phonèmes, ou des segments, disons. Si on ne veut pas parler de la nature phonologique de ces segments. Et cette relation de dépendance, elle me dit que, eh bien, si j'ai une consonne, c'est que j'ai une voyelle, forcément. Ça veut dire que si je rencontre une consonne quelque part dans un énoncé, ça veut dire que j'ai un noyau et que la consonne forme soit l'attaque, soit la coda de la syllabe dont la voyelle est le noyau. Donc c'est une relation de dépendance. Et on va voir que ce type de relation de dépendance permet d'établir des contraintes. Là, la contrainte, si vous réfléchissez un petit peu, elle est assez évidente. Si j'ai une règle qui me dit si j'ai une consonne, j'ai nécessairement une voyelle, quelle est la contrainte? La contrainte, c'est je ne peux pas avoir une consonne seule. C'est ça la contrainte. On reviendra sur cette différence entre règle et contrainte un petit peu plus tard. Eh bien, cette relation de dépendance, elle ne s'établit pas que à l'intérieur de la syllabe, même à l'intérieur des processus que l'on a abordés, par exemple l'assimilation et la dissimulation, on a des relations de dépendance entre des traits. Alors, au lieu d'être entre des constituants de la syllabe, c'est entre des traits directement. Donc, par exemple, lorsque vous avez une assimilation régressive de surdité, je rappelle, c'est lorsque un son qui n'était pas sourd devient sourd lorsqu'il est juste à gauche d'un son qui lui-même est sourd. D'accord ? Eh bien, où se trouve la relation de dépendance? La relation de dépendance, elle s'établit entre un contexte particulier et un trait. Donc, en l'occurrence, pour l'assimilation régressive de surdité, le contexte qui est constitué d'un son sourd à droite, dans le contexte droite, implique un trait sourd dans le segment qui est concerné par ce contexte. Donc, si j'ai le contexte que je vais appeler tiret sourd, c'est-à-dire le contexte dans lequel un segment alpha se trouve à gauche d'un trait sourd, alors
j'ai nécessairement un trait sourd pour alpha, sur alpha. Donc j'ai une relation de dépendance, exactement du même type que... c'est une relation de dépendance, tout comme les relations qui s'établissent à l'intérieur de la syllabe. Sauf que cette fois-ci, elle s'établit entre un contexte et un trait, pour l'assimilation et la dissimilation. Pour la lénition et la fortition, c'est exactement la même chose. Lorsque, par exemple, j'ai un allongement tonique, donc l'allongement d'une voyelle sous accent, eh bien, j'ai un contexte qui impose la présence d'un certain trait. Donc, le contexte, en l'occurrence, c'est la position accentuée implique nécessairement un trait long. Donc, si j'ai une position accentuée, j'ai un trait long dans cette position. Donc inversement, je ne peux pas avoir, c'est là où vient la contrainte, je ne peux pas avoir de trait court, ou bref, dans une position accentuée. Donc vous voyez que ces relations de dépendance, elles ne s'établissent pas qu'au sein de la syllabe, elles s'établissent dans tous les processus. On a des relations de dépendance qui permettent de créer des règles de distribution. Alors la règle, c'est une formulation ou une description de quelque chose qui est dynamique. On l'a vu, c'était notamment pour rendre compte d'une évolution diachronique, donc une dynamique, un passage d'un état A vers un état B, qu'on a utilisé ces formulations un peu algébriques. Donc par exemple, dans la règle que vous avez sous vos yeux ici, X devient Y lorsqu'il est devant Z, eh bien, le fait même que je dise X devient Y montre que je parle d'une dynamique. C'est-à-dire que je passe d'un premier état, un état A, à un état B. Donc l'exemple le plus simple de dynamique, c'est la dynamique diachronique, bien sûr. On passe d'un état A qui a une époque donnée à un état B qui a une époque qui est plus tardive. Alors ce n'est pas le seul exemple de dynamique que l'on peut trouver. Pour aller un petit peu plus loin, dans certains courants de la phonologie, qui sont assez majoritaires aujourd'hui, mais auxquels je n'adhère pas personnellement, on considère qu'il existe un état antérieur, qui est une sorte d'état psychologique de la langue, et que cet état fait ensuite subit une transformation qui l'amène à un état qui est, lui, l'état de la réalisation. Alors, il y a différentes étapes successives entre les deux d'ailleurs, mais peu importe, on a un état A, qui est l'état psychologique, qu'on appelle aussi état sous-jacent, et un état B, qui est l'état de réalisation, ou qui précède la réalisation, qu'on appelle l'état de surface. Et là aussi, on a une dynamique, on a le passage d'un état A à un état B. Donc ça, c'est notamment ce que dit le générativisme que l'on trouve en phonologie, mais aussi en syntaxe, vous avez dû probablement déjà le voir. Encore une fois, je n'y adhère pas, donc le cours ne tournera pas autour de ces notions-là. Et alors, ce qui nous intéresse en particulier ici, c'est qu'à partir de cette règle, à partir de cette description d'une dynamique, eh bien, on peut établir une description d'un état. Et cette description d'un état, c'est ce que l'on appelle une contrainte. Donc la description d'un état n'a pas besoin on n'a pas besoin, lorsqu'on décrit un état, de comparer deux états, justement, un état A puis un état B, que ce soit sur l'axe diachronique ou sur une sorte de processus cognitif. Et donc, comment on fait ? Eh bien, si on revient un petit peu à la règle qui précède, qui nous dit X devient Y devant Z. Eh bien, je devrais peut-être le dire avec maintenant un quantifieur. En réalité, lorsqu'on lit ceci, ça veut dire tout X, pour tout X, X devient Y devant Z. Ce n'est pas il existe un X tel que X devient Y, c'est pour tout X, X devient Y devant Z. Autrement dit, c'est là qu'est la relation de dépendance dont je parlais tout à l'heure, si j'ai le contexte devant Z, alors je ne peux pas avoir X, puisque tout X devient Y dans ce contexte. J'espère que c'est assez clair ici. C'est comme si une règle vous imposait de casser un œuf, par exemple. Vous cassez un œuf dans une poêle, voilà, une règle vous dit vous devez casser un œuf dans une poêle. Conclusion,
Je n'ai pas d'œuf non cassé dans ma poêle. C'est comment dire, une métaphore qui est pas forcément terrible, mais pour vous donner une petite image peut-être. Donc si tout x devient y devant z, alors je ne peux plus avoir, dans l'état qui résulte de cette règle, je ne peux pas avoir de x devant un z. Alors à moins bien sûr qu'il existe une autre règle qui me dit, en revanche, que, je ne sais pas, on va pas dire z, on va dire n devient x devant z. C'est possible. Mais alors ça, c'est uniquement lorsqu'on a des règles qui sont établies dans un ordre aussi. Il faudrait que cette deuxième règle apparaisse après la première. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc si on se base sur, disons que cet ensemble de règles ici est fini, et constitué d'une seule règle, eh bien alors j'arrive à la conclusion que je ne peux pas avoir de x devant z. Et lorsque je dis ça, eh bien j'établis une contrainte qui est la description d'un état. Cette contrainte, je la note de la façon suivante. Alors le contexte, c'est comme d'habitude, je mets slash et puis je mets le contexte comme je le notais d'habitude. Mais au lieu de noter cette fois-ci une transition entre deux objets, eh bien je dis simplement je ne peux pas avoir. Et donc j'utilise le petit astérisque que vous connaissez déjà normalement, que vous avez déjà rencontré, et qui veut tout simplement dire ceci n'est pas attesté. Donc x n'est pas attesté devant z. Et ça, c'est ce qu'on appelle une contrainte distributionnelle, c'est-à-dire que cette contrainte me permet de décrire la distribution de mes allophones. Donc, me permet notamment ici de décrire le fait que bien x peut se rencontrer peut-être dans la langue, mais il ne peut pas se rencontrer dans un contexte particulier. Par contre, il peut se rencontrer partout ailleurs, sauf preuve du contraire, partout ailleurs. Donc, ça me permet de décrire la distribution des segments. Alors, on va prendre un exemple maintenant avec la variation contextuelle du phonème R, que l'on a pris déjà comme exemple dans la première section. Il se trouve que ce phonème R, il peut avoir certaines réalisations sourdes. Ça, on l'a déjà vu l'an dernier en phonétique, peut-être brièvement, je ne sais plus exactement. Et cette réalisation sourde, elle apparaît dans trois contextes en particulier. Donc vous voyez que là, c'est là que c'est intéressant, le facteur n'est plus extra-linguistique, mais linguistique, puisque ces trois contextes, je peux les décrire avec des termes qui relèvent de la linguistique, et non pas de la géographie ou de l'histoire, etc. Ces trois contextes, c'est devant un son sourd, après un son sourd et en fin de mot. On va prendre quelques exemples. Ici, j'ai un exemple de « re », ou ce que j'attendrais être un « re », devant un son sourd. C'est le mot « orque ». Donc le mot « orque », voilà, la baleine chasseuse. Eh bien, si vous regardez bien, vous vous souvenez tous, j'espère, qu'on reconnaît un son sourd à la barre de voisement que l'on a tout en bas du spectrogramme. Eh bien, si vous regardez bien, le son qui se trouve devant le « que » n'a pas de barre de voisement. Donc cela signifie que ce R, ce que que nous considérons tous être un R, un phonème R en réalité, eh bien n'est pas sonore, il est sourd. C'est pour ça que je le transcris avec le symbole pour le R sourd. Que l'on aurait pu aussi noter, alors si on veut noter le processus de dévoisement, on aurait pu noter le R, le symbole R, avec un petit rond en dessous. C'était aussi possible. Mais si on veut noter un état, il est sourd, point. Pas besoin de parler de dévoisement. Donc, orque, on a un son sourd devant une consonne sourde. Ici, vous avez le mot cro. Cro, pareil, on s'attend à avoir un R après le que. Eh bien, si on regarde bien ce spectrogramme, on remarque que ce son, qui suit le que, n'est pas sonore. Pour la même raison, on ne trouve pas de barre de voisement. Il n'y a pas de barre de voisement, au contraire, c'est même très visible si vous regardez le curseur, là, toute cette partie-là, si on avait eu une barre de voisement, cette partie-là serait plutôt noire ou grise foncée. Là, on a clairement une zone blanche qui se trouve en bas. Regardez, comparé avec la voyelle, c'est quand même très net. Donc ce son, ici, est clairement sourd. Donc on a une consonne sourde après une consonne sourde. Ces deux phénomènes que l'on vient de voir, c'est des phénomènes que vous connaissez déjà. La surdité, elle vient d'où? Elle vient pas de nulle part. C'est pas un hasard si le « re » est prononcé de façon sourde à côté d'un son sourd. Et c'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs. Dans le premier cas, le cas de orque, eh bien, c'est une assimilation de surdité qui est régressive, tandis que dans le cas de cro, c'est une assimilation de surdité qui est progressive.
Mais dans les deux cas, c'est une assimilation. Dans le cas de porc, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si on regarde bien, on voit que ce qu'on attend être un re, eh bien pareil, ce n'est pas un son sourd, ce n'est pas un son sonore, au contraire, qui est prononcé ici. Donc là, c'est même très net sur ce spectrogramme, on voit bien une zone très blanche en dessous, donc pas de barre de voisement. Ici, ce n'est pas une assimilation. Ce n'est pas une assimilation, puisque il n'y a pas de son sourd dans le voisinage de ce re. Le O n'est pas sourd, et ce qui suit n'est pas sourd non plus, puisqu'il n'y a tout simplement rien. Et le P qui est bien devant, lui, ne peut pas avoir une influence aussi lointaine. En réalité, si, ça existe, ça s'appelle des harmonies consonantiques, mais ça marche jamais avec la sonorité, et c'est quand même assez rare. Donc, on met ça de côté. Donc, ce n'est pas une assimilation. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là? Eh bien, si ce n'est pas conditionné par un segment voisin, mais que c'est conditionné en revanche, puisque je l'ai dit, c'est en fin de mot, donc c'est conditionné par un facteur plutôt prosodique, la coda finale, hein, alors c'est plutôt soit une fortition, soit une lénition. Alors là, il y a débat. Aujourd'hui, on admet plutôt que c'est une lénition, alors que selon les principes que je vous ai exposés depuis l'an dernier, cela semble plutôt être une fortition puisqu'on a une montée dans l'échelle d'obstruction. Vous vous souvenez que la lénition, c'est à l'inverse une descente dans l'échelle d'obstruction, on perd de l'obstruction. Or ici, il semblerait plutôt qu'on en gagne. Alors pourquoi on considère que c'est plutôt une lénition? C'est un peu compliqué, car il faudrait aborder une notion qu'on appelle la neutralisation, que l'on abordera dans les séances suivantes. Donc si je m'en souviens, je réaborderai la question, sinon je vous laisse me poser la question, si ça vous revient à l'esprit. Je passe. Et alors la réalisation sonore, elle se trouve où? Eh bien, c'est pas compliqué. Puisqu'on a une règle, on vient de la voir, hein, la règle c'est l'assimilation et puis la lénition dans l'autre cas. Cette règle, on peut la formuler sous une manière très simple, on verra après, c'est le re sonore devient re sourd, soit en position finale, donc il y a une disjonction, soit en position finale, soit après une consonne sourde, soit devant une consonne sourde. Si le re sonore devient sourd dans ces trois contextes, on ne peut pas avoir de re sonore dans ces trois contextes. Donc où est-ce qu'on trouve un re sonore? Eh bien c'est partout ailleurs. Et ça, le contexte ailleurs, c'est un contexte extrêmement important. Il faut toujours le retenir, car lorsque vous voulez décrire tous les contextes de réalisation d'un phonème, il faudra toujours utiliser le contexte ailleurs. Parce que vous ne pourrez jamais faire la liste d'absolument tous les contextes. Donc, il y aura toujours certains contextes qui seront définis, des contextes dans lesquels on trouve une bizarrerie ou quelque chose qui ne correspond pas à la généralité, et un contexte ailleurs dans lequel on trouve le cas, disons, normal. Donc la réalisation sonore, on la trouve partout ailleurs. Donc c'est celle qui vous vient à l'esprit tout de suite. Donc on a par exemple dans le mot rat, etc. Donc on va prendre un exemple. Vous avez ici le mot réarranger, avec un re qui est sonore en début de mot. Vous voyez ici on a une barre de voisement. Hein. Alors elle n'est pas extrêmement sombre, mais si vous comparez avec la voyelle qui se trouve juste à côté, vous voyez bien que ça fait tout le bas. On a bien une barre de voisement, on n'a pas une espèce de zone blanche, un petit nuage blanc qui nappe l'horizon en quelque sorte. Et pareil ici, entre deux voyelles, eh bien, on a un re sonore puisqu'on a une barre de voisement. Donc partout ailleurs, on a bien un re sonore. Donc la règle, je l'ai déjà formulée verbalement, elle se représente sous la forme suivante. Re sonore devient re sourd, ou ça, là, contexte disjonctif, donc on met les accolades, après un son sourd, devant un son sourd, ou en fin de mot. J'aurais pu aussi représenter cette règle de façon totalement linéaire, c'est-à-dire en mettant sourd-virgule-sourd, virgule-hashtag. C'est exactement la même chose, c'est juste deux modalités de représentation, ça ne fait aucune différence. Et de cette règle, eh bien, je peux tirer une contrainte. Et c'est ça qui m'intéresse, parce que là, je décris une transition entre deux états, c'est-à-dire un état du français où il n'existait pas éventuellement de fricative sourde, et un état où il existe une fricative sourde dans ces trois contextes. Mais si je veux décrire maintenant la situation du français telle qu'elle est actuellement, eh bien qu'est-ce que je peux tirer de cette règle?
si je n'ai pas de preuve du contraire, si je n'ai pas d'autres changements qui viennent interférer, eh bien je peux tirer que, puisque pour tout re sonore, re devient re dans les trois contextes que j'établis ici, eh bien la contrainte, elle est assez évidente. Elle est assez évidente, c'est que je ne peux pas avoir de re sonore dans les trois contextes qui sont listés ici. Donc je la construit sous cette forme-là, astérisque, re sonore dans ces trois contextes-là. Donc je ne peux pas avoir de re sonore dans ces trois contextes. Et ça me permet, encore une fois, de décrire la distribution des différents allophones du phonème R. Puisque je sais maintenant, je peux définir que l'allophone re sonore ne peut jamais se rencontrer dans ces trois contextes-là. Et j'insiste sur le jamais, c'est là que c'est intéressant. Et c'est là qu'on va voir comment on peut prouver une absence d'opposition. Car je ne peux jamais avoir de re sonore dans ces trois contextes-là. C'est une règle qui s'applique à tout le lexique, même si je n'ai pas accès à l'entièreté de ce lexique. Puisque j'ai une règle maintenant distributionnelle, je sais que le re a cette distribution, ou plutôt qu'il a cette contrainte distributionnelle, alors quelles que soient les données qui sont à ma disposition, je sais que c'est une règle qui s'établit sur toute la langue. Donc même si je n'ai pas accès à tout le lexique, je sais que même en tournant les pages encore d'un dictionnaire, je ne trouverai jamais de cas où le re sera dans ces trois contextes-là. Et c'est ça qui est important. Ça veut dire que grâce à ces contraintes distributionnelles, je peux dépasser le problème que constitue la virtuelle infinité du lexique. Alors on va voir comment maintenant, plus précisément, avec un cas un peu plus concret. Donc nous allons parler maintenant de ce qui nous intéresse en particulier, la variation contextuelle. Et la manière... Alors la variation contextuelle, on a déjà un petit peu parlé. On vient de montrer que, par exemple, le re et le re étaient pas tout à fait dans les mêmes contextes. Mais on va voir maintenant comment établir formellement qu'il y a une variation contextuelle, parce que jusqu'ici, on ne l'a pas encore tout à fait établi. Je vais y revenir. Donc, montrer la variation contextuelle, qu'il y a variation contextuelle à l'aide d'un cas particulier de distribution qu'on appelle la distribution complémentaire. Alors, ce n'est pas vraiment une distribution, c'est une relation entre deux distributions. On parle de distribution complémentaire lorsque deux allophones ont des distributions qui sont complémentaires. Voilà, donc il y a un petit abus de langage, mais bon, peu importe. Alors pourquoi je dis qu'on n'a pas encore tout à fait montré que le re sonore et le re sourd étaient des variantes contextuelles? Bien, c'est assez simple. J'ai montré à l'instant qu'il existe une contrainte pour dire que le re sonore, on peut établir une contrainte qui dit que le re sonore ne se trouve pas en début de mot, en fin de mot, devant une consonne sourde ou après une consonne sourde. Bon, donc j'ai une contrainte sur le re sonore. Par contre, je n'ai pas de contrainte sur le re sourd pour le moment. Pour le moment, je n'ai aucune contrainte sur ce re sourd. Et du coup, eh bien, l'opposition reste possible, tout simplement. Et oui, parce que lorsque je dis le re sonore se trouve donc ni dans les je vais y arriver, ni en fin de mot, ni à côté d'une consonne sourde, et qui se trouve partout ailleurs, c'est très bien, mais ça ne veut pas dire que le re sourd ne peut pas se trouver ailleurs lui aussi. On a montré qu'il pouvait se trouver dans ces trois contextes, à côté d'une consonne sourde, devant une consonne sourde, après une consonne sourde ou en fin de mot. On a montré qu'il pouvait se trouver dans ces trois contextes, mais on n'a pas montré qu'il ne pouvait pas se trouver dans les autres contextes. Et si je n'ai pas montré cela, alors la possibilité d'une opposition, d'une paire minimale, d'une substitution minimale distinctive, reste présente. Et donc pour montrer qu'il n'y a pas cette possibilité, il faut arriver à montrer qu'il existe également une contrainte sur le re sourd. Et là, on aura une distribution complémentaire. Alors, on va voir un petit peu ça en détail. Voici un exemple de complémentarité. Donc, on vient de voir le cas pour le re sonore. Lorsque j'ai la règle que j'ai établie tout à l'heure, je peux dériver la contrainte qui me dit que je ne peux pas observer de re
sonore, derrière une consonne sourde, devant une consonne sourde, et en fin de mot. Comment je le note dans mon tableau? Eh bien, j'établis pour chaque contexte une colonne. Donc, par exemple, une ligne, peu importe l'orientation, on va dire une colonne ici. Donc ici, j'ai première colonne après une consonne sourde, deuxième colonne devant une consonne sourde, troisième colonne en fin de mot. Et à chaque fois que je ne peux pas avoir un phone, je vais mettre un petit moins dans la case correspondante. Donc par exemple, le re, je ne peux pas l'avoir, je ne l'observe pas, il n'est pas attesté après une consonne sourde. Donc je mets un petit moins, ce qui veut dire tout simplement négatif. Pas de réponse négative, pas d'attestation. Devant une consonne sourde, pareil, je mets un petit moins, parce que je ne peux pas non plus avoir de re. En fin de mot, je mets encore une fois un petit moins, je ne peux pas avoir de re dans ce contexte-là. Par contre, ailleurs, est-ce que je peux avoir un re? Eh bien, pour le savoir, il ne faut pas seulement se baser sur la contrainte que l'on a établie, parce que la contrainte qui nous dit « je ne peux pas avoir de re après consonne sourde, devant consonne sourde et en fin de mot », cette contrainte, tout simplement, elle ne dit pas en réalité que je peux avoir re ailleurs. Elle ne fait que dire que je ne peux pas l'avoir dans ces trois contextes-là. Donc il faut encore observer les données, bien sûr. Et si vous observez les données et que vous voyez que le re peut apparaître ailleurs, il suffit de 2-3 fois, s'il peut apparaître ailleurs, eh bien vous pouvez mettre un plus. C'est-à-dire qu'il existe dans la langue, tout simplement. Donc il peut apparaître ailleurs. Donc là, vous avez la distribution de l'allophone re, le re sonore. Il n'apparaît pas après une consonne sourde, il n'apparaît pas devant une consonne sourde, il n'apparaît pas en fin de mot, mais il apparaît ailleurs. Et alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe avec le re sourd. Le re sourd, lui, on a une règle déjà qui nous dit qu'il apparaît après une consonne sourde. Bon, donc là, je peux mettre un plus. Il apparaît après une consonne sourde. Il y a une règle qui me dit qu'il apparaît devant une consonne sourde aussi. Donc je peux mettre un plus. Et il y a une règle qui me dit qu'il apparaît en fin de mot. Donc je peux mettre un plus. Il apparaît dans ces trois contextes. Et la question, c'est est-ce qu'il apparaît ailleurs que dans ces trois contextes? Et bien là, encore une fois, la règle ne nous le dit pas. Donc il faut observer les données. Et si vous observez les données et que vous remarquez que les seuls contextes dans lesquels apparaît le son re sourd sont les trois contextes que l'on a déjà listés, alors, si vraiment il n'apparaît jamais dans aucun autre contexte, alors vous pouvez mettre un moins dans ailleurs. Ça signifie tout simplement qu'il y a une relation qu'on a vu tout à l'heure, une relation d'implication entre le contexte et la présence de ce son. Donc, le mot-clé ici, ou les mots-clés, pour établir ce type de tableau, c'est contrainte et règle. C'est-à-dire qu'il faut observer les données attentivement et arriver à en ressortir une règle. Car si vous essayez de faire absolument tous les contextes possibles et inimaginables, vous n'y arriverez pas. Vous ne pouvez pas faire un tableau qui résume tous les contextes. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir absolument essayer de trouver des règles. Donc si vous trouvez si vous observez dans vos données qu'il n'existe jamais de re à côté d'un son sourd ou en fin de mot, eh bien vous avez déjà une contrainte. D'accord ? Si vous observez que le re, à l'inverse, ne s'observe que à côté d'un son sourd ou en fin de mot, vous avez une règle. Vous voyez que la règle et la contrainte sont simplement l'opposé l'une de l'autre. Ce sont deux façons de voir la même chose en réalité. Bon, et donc revenons maintenant à notre distribution ici. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? C'est quand même intéressant de voir que le re est comme en quelque sorte l'image miroir du re, ou plutôt la distribution du re est l'image miroir de la distribution du re et inversement. Et du coup quoi ? Eh bien, on dit que ces deux distributions ont une relation de complémentarité. Elles sont complémentaires, parce qu'elles sont l'image miroir l'une de l'autre. Mais qu'est-ce que ça implique pour nos questionnements sur l'opposition et la phonologie ?
Eh bien, c'est assez simple. C'est assez simple. Ce tableau, il se résume d'une façon très simple. C'est que le re et le re ne peuvent jamais s'observer dans les mêmes contextes. Jamais s'observer dans les mêmes contextes. Donc là, normalement, vous devriez arriver à dérouler tout le raisonnement qui suit. S'ils ne s'observent jamais dans les mêmes contextes, alors est-ce que la substitution de l'un par l'autre est possible? Tout simplement non. Ah non. Une substitution minimale de l'un par l'autre n'est pas possible parce qu'ils ne s'observent pas dans les mêmes contextes. Ils ne peuvent pas rentrer dans les mêmes contextes. Donc, pas de substitution possible. Et si pas de substitution possible, est-ce qu'on peut trouver une substitution distinctive? Forcément non, nécessairement. Donc si on n'a pas les mêmes contextes, pour deux phones, si on n'a pas les mêmes contextes, nécessairement, on ne trouvera pas de paire minimale, on ne trouvera aucune paire minimale, et du coup, aucune opposition n'est possible. Donc prenons le cas qui nous intéresse. Donc après une consonne sourde, je peux trouver un re sourd, très bien, donc j'ai cro. Par contre, je ne peux pas trouver de re sonore, donc il n'y a pas de substitution possible. Il n'y a même pas besoin de se demander si elle est distinctive ou pas, la substitution n'est pas possible. La prononciation cro n'est pas attestée. Personne ne prononce ça cro. Si j'essaye vraiment, vous pouvez essayer chez vous, si j'essaye vraiment de prononcer un re sonore juste après le que, vous allez entendre gros en réalité. Donc là j'essaye, gros, gros. Vous entendez quelque chose entre cro et gros. C'est-à-dire que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'en changeant le re par un re, vous changez nécessairement son contexte. Le que devient un ge. Nécessairement. Pareil pour orc. Hein, j'ai un re sourd, je ne peux pas le remplacer par un re sonore. Ça va faire quelque chose comme org, org, org. Ça devient nécessairement org à la fin. Si vous essayez vraiment de faire un re sonore, le que va devenir un ge et ça va devenir org. Alors, pour la fin de mot, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on a un mélange de variantes contextuelles et de variations libres ici. C'est-à-dire, lorsque vous avez port, le re est sourd, je peux éventuellement faire port, un port d'attache. C'est possible. C'est possible. En revanche, est-ce que ça change le sens du mot? Non, ça ne change pas le sens du mot. Donc, on a ici effectivement une substitution qui est possible dans ce contexte particulier, pour ce cas particulier. Elle est possible, mais pas très fréquente en réalité. Mais, même possible, elle n'est pas distinctive. Donc on peut mettre à la limite la variation libre ici un petit peu de côté. En revanche, ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, entre deux voyelles, j'ai orage, j'ai un re sonore cette fois-ci. Je ne peux pas mettre de re sourd à la place. Le mot orage n'existe pas. Même pas comme une prononciation divergente du mot orage. Donc, pas de substitution distinctive possible, pas de commutation possible. Et donc, si je n'ai pas de paire minimale possible, si une distribution complémentaire m'empêche de construire une paire minimale, ça veut dire qu'une distribution complémentaire entre deux phones implique nécessairement l'absence d'opposition. Nécessairement. Donc là, on a réussi à prouver une absence d'opposition. C'est ça qui est important ici, c'est que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à démontrer une absence d'opposition parce que l'absence de substitution distinctive entre deux phones pouvait aussi bien s'expliquer par une absence d'opposition que par tout simplement une absence de données. Ne pas avoir de paire minimale dans son corpus impliquait une absence d'opposition, ce qui était absurde. Ça pouvait tout simplement être dû au fait que le corpus n'était pas assez grand. Mais avec l'analyse distributionnelle, on arrive à une situation complètement différente, puisqu'on peut établir des règles et des contraintes par l'observation des données, des règles et des contraintes sur la distribution des phones, et qui s'appliquent, si ces règles sont valides, elles s'appliquent à l'ensemble du lexique. Que l'on ait accès aux données ou pas, que l'on ait accès au reste du lexique ou pas, ces règles sont censées s'appliquer à l'ensemble du lexique. Et donc, sur la simple constatation d'une distribution complémentaire, on peut prouver qu'il n'y a pas d'opposition entre deux phones. Alors, petite parenthèse d'un point de vue épistémologique, sur une réflexion sur la science en général,
Certains pourraient me dire ici, bah oui, mais les règles et les contraintes n'empêchent qu'on les établit sur la base d'une observation des données et que ces données ne sont pas complètes. Donc peut-être que si on augmente encore le lexique, eh bien on va voir que ces contraintes et ces règles ne sont pas vraies. Ça c'est voilà, une sorte de critique qui pourrait être faite, mais qui n'est pas véritablement fondée. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour une raison assez simple. Sur le fond, c'est pas totalement faux. Il est possible effectivement qu'une règle ou qu'une contrainte s'avère invalide en augmentant la quantité de données. Sauf que faire cette critique, c'est saper complètement les fondements de la science. Toute science part toujours d'observations et de règles construites à partir d'observations. C'est-à-dire que vous connaissez le raisonnement déductif, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a parlé de déduction en réalité. L'opposition est une déduction à partir de la notion de signe, etc. Bon. Et la déduction, c'est quelque chose qu'on trouve en maths et qui fait très scientifique. Hein. Mais dès qu'on sort des mathématiques, on est obligé, nécessairement, de passer par une autre façon de penser qu'on appelle l'induction. Et l'induction, alors, la déduction, c'est le fait de dériver des propositions de façon logique, à partir d'autres propositions, de prémices. Et l'induction, c'est complètement différent. C'est quelque chose qui n'est pas conditionné par la logique. C'est le fait de trouver dans l'observation d'un phénomène une régularité suffisamment forte pour qu'on puisse l'établir comme étant une loi. C'est ça l'induction. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête d'induction. Si vous prenez votre stylo, que vous l'élevez à 20 cm de la table, et que vous lâchez votre stylo, il tombe. Rien de magique, vous avez fait l'expérience de ça toute votre vie. Et justement, parce que vous avez fait l'expérience de ça toute votre vie, eh bien, vous faites la prédiction qu'à chaque fois que vous allez lâcher votre stylo, il va tomber. Pourquoi ? Il n'y a rien de logique là-dedans. C'est de l'induction. C'est-à-dire que vous avez été confronté à quelque chose de si régulier que vous avez établi une règle, une loi, que vous considérez comme étant vraie, même si vous n'avez pas accès à toutes les données. Vous n'avez pas accès au futur. Peut-être qu'un jour, vous lâcherez votre stylo et il va monter dans les airs tout seul. Bon, ça m'étonnerait. Mais justement, pourquoi ça m'étonnerait ? Parce que jamais on n'a vu ça, tout simplement. C'est ça l'induction. Et c'est la même chose en linguistique qu'en physique, etc. La gravité, elle est partie, la notion même de gravité est partie d'une induction, c'est-à-dire d'une observation empirique qui a mené à une règle. Et donc, pour revenir maintenant à ce qui nous intéresse ici, lorsque vous observez des données, par exemple, donc dans vos lexiques, vous avez des données à peu près 200 mots, disons, lorsque vous observez des données, vous pouvez regarder s'il existe une règle suffisamment établie pour la considérer comme vraie. Et si c'est le cas, alors vous pouvez l'établir comme étant une règle ou une contrainte, hein, et à partir de cette règle, vous pouvez commencer à dériver un raisonnement, cette fois-ci par déduction. Donc la déduction, eh bien, c'est on a un son qui apparaît dans un contexte, on a un autre son qui n'apparaît jamais dans ce contexte, les deux distributions sont complémentaires, et donc on ne peut pas avoir de paire minimale, on ne peut pas avoir d'opposition. Là, vous avez le versant déductif de la phonologie. Voilà, donc ça c'est pour répondre, je ferme la parenthèse, c'est pour répondre à cette critique éventuellement qui pourrait être faite sur le fait que le corpus n'est pas suffisamment rempli. Mais ça, il faut vous y faire, hein. Quelle que soit la science, vous n'avez jamais accès à toutes les données. Jamais. Bien. Alors, petit point important quand même, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà insisté dessus, mais je veux réinsister dessus parce que ça pose toujours un tout petit peu problème. Pour avoir une distribution complémentaire entre deux sons, alors bien sûr, je n'ai pas abordé le cas où on pouvait avoir une distribution complémentaire entre 3 sons ou 4 sons, mais c'est tout à fait possible. On va partir du cas de base où on a 2 sons. Lorsque vous voulez lorsque vous voulez dire qu'il y a une distribution complémentaire entre 2 phones, il faut nécessairement, je vais y arriver, nécessairement que l'un de ces 2 sons, on va les appeler A et B,
que A se trouve toujours dans un contexte donné, tandis que B ne se trouve jamais dans ce même contexte. D'accord ? S'il y a du parfois dans votre généralisation, s'il y a du parfois, ça ne marche pas. Si vous me dites, par exemple, le re sourd se trouve toujours après une consonne sourde et le re sonore se trouve parfois ailleurs, ça ne marche pas. Parce que si vous me dites parfois ailleurs, c'est-à-dire qu'il peut éventuellement se trouver après une consonne sourde. Et là, ça ne va pas. Donc il faut que vos observations et que la formulation de vos observations montre cette complémentarité entre les deux distributions. Alors, donc ça c'est l'implication que l'on vient de voir. Donc lorsque vous avez deux phones en distribution complémentaire, vous pouvez du coup déterminer que ce sont les variantes d'un même phonème. Et c'est ça qu'on appelle les variantes contextuelles. Hein. Je l'ai abordé tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai redit, mais c'est tout simplement ça qu'on appelle des variantes contextuelles ou encore combinatoires. Et là, vous pouvez éventuellement comprendre pourquoi on emploie le terme de combinatoire. Parce que leur distribution se combine pour former une distribution plus complète. Alors, point un petit peu plus compliqué, c'est une sorte d'ouverture de ce chapitre, parce qu'à la fin, je vais apporter une question plus que je vais donner de réponse. Il se trouve qu'on a mentionné en tout début de séance que le phonème, hein, l'intention du phonème, c'est un sous-ensemble de traits qui sont communs à toutes les réalisations de ce phonème, donc à tous les allophones de ce phonème. Donc si ce principe est vrai, si le phonème est effectivement un sous-ensemble de traits, alors, nécessairement, hein, c'est la conclusion logique, uniquement deux sons ayant une base de comparaison commune peuvent être les allophones d'un même phonème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour que deux phones soient les réalisations d'un même phonème, il faut forcément qu'il y ait une intersection entre les deux. C'est-à-dire qu'il y ait un trait qui est partagé par ces deux phones. Et ce trait partagé par ces deux phones vient constituer l'intention du phonème. On va prendre un exemple. Il se trouve qu'en anglais, on a un cas qui est un petit peu ambigu et qui a causé beaucoup de problèmes aux phonologues pendant tout le XXe siècle, jusqu'à ce que cette question soit totalement éludée par la phonologie du XXIe siècle. À partir des années 70, en réalité, ça a commencé. Et quand je dis éludé, ça veut dire qu'on n'a jamais répondu vraiment à la question plus que ça. Donc ce cas, c'est le cas de l'anglais avec le h et le ng. On a déjà vu que le h était une consonne de l'anglais que l'on ne trouvait que dans une position, qui est, on va simplifier, la position initiale du mot. C'est uniquement là qu'on trouve le h. Alors, encore une fois, si on rentre dans les détails, il y a certaines positions avec l'accent, mais ça ne change rien à la conclusion. Donc, en position initiale de mot, on trouve le h. Et alors, pire, on trouve le h uniquement en position initiale de mot. Hein. C'est le toujours dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, le h ne se trouve que en position initiale de mot et jamais ailleurs. Et à l'inverse, le ng de l'anglais, ce qui est noté ng, hein, la nasale vélaire, ne se trouve jamais en position initiale de mot. En revanche, elle se trouve que en position finale. Ou devant le ge ou un que éventuellement, mais ça pareil, on met un petit peu de côté, ça ne change rien à la conclusion. Donc, on arrive à un tableau distributionnel où le h est noté comme apparaissant que en position initiale, mais jamais en position finale, tandis que le ng apparaît que en position finale, mais jamais en position initiale. Bon. Normalement, je devrais mettre les contextes ailleurs. Hein. Là, j'ai voulu simplifier le tableau pour avoir que 2 colonnes et 2 lignes, mais il faut mettre le contexte ailleurs. Parce que là, je n'ai que la position initiale et la position finale, mais je n'ai pas la position intervocalique. Là, rien n'est dit dans ce tableau. Ce tableau ne dit pas que je ne peux pas avoir les deux en position intervocalique. Donc il faudrait que je puisse mettre le ailleurs. Donc en réalité, ce serait plutôt avec une troisième colonne ailleurs, où je mets moins pour les deux. Bon. Toujours est-il que ce tableau me montre que j'ai une distribution complémentaire entre les deux. Puisque je ne peux pas rencontrer le h là où je rencontre le ng. Et inversement, je ne peux pas rencontrer le ng là où je rencontre le h.
Donc leurs distributions sont complémentaires, sont l'image miroir l'une de l'autre, et du coup, je ne peux pas avoir de substitution. Ni minimale, ni distinctive, ni même possible. Pas de substitution. Donc, pas de paire minimale, et si je n'ai pas de paire minimale, je n'ai pas d'opposition. Et c'est là que c'est un peu embêtant. Si j'ai pas d'opposition, on l'a déjà vu, et si je prédis grâce à la distribution complémentaire que quelle que soit la quantité de données que j'ai dans mon lexique, je n'aurai jamais d'opposition, je n'aurai jamais de paire minimale parce que la distribution est telle que ce ne sera jamais possible, eh bien, même avec ça, je suis embêté si je dois dire que le he et le ng sont deux réalisations d'un même phonème. Pourquoi je suis embêté ? Eh bien, parce que ça contredit le principe de l'intention du phonème qu'on a vu tout à l'heure. Le he est sourd, fricatif et glottal, tandis que le ng est sonore, pas sourd, et nasal, pas fricatif, et vélaire, donc pas glottal. Qu'est-ce que j'essaye de dire ici ? C'est qu'ils n'ont aucun trait en commun. Aucun trait en commun, et du coup quoi ? Quelle est l'intention de cet hypothétique phonème dont l'extension serait le he et le ng ? Ah bah sinon, aucun trait en commun, ce seul trait qu'il y aurait en commun, bah c'est zéro. C'est un ensemble vide. Or, un phonème qui a pour seul trait distinctif un ensemble vide, bah c'est zéro. C'est une absence de phonème, on l'a déjà vu. C'est une absence de phonème, tout simplement. Donc j'arrive à un paradoxe. C'est-à-dire que j'ai un phonème, je suis obligé de dire que c'est un phonème, puisque j'ai des oppositions entre le he et zéro. Hate, c'est pas la même chose que hate, par exemple. J'ai la haïr d'un côté et 8 de l'autre. Donc j'ai une opposition entre he et 0. Mais si je dois dire que le he et le ng sont en distribution complémentaire et donc sont les réalisations d'un même phonème, or ils n'ont pas les mêmes traits, donc je dois dire que le seul trait distinctif de ce phonème hypothétique c'est 0, et donc du coup je n'ai plus d'opposition entre 0 et ce phonème hypothétique, c'est absurde. On a un paradoxe. Donc là, c'est un gros problème, et il y a eu plusieurs réponses qui ont été proposées. Et la réponse qui est souvent retenue, qui est celle de Trubetskoy dans les années 30, c'est de dire, c'est probablement une solution un peu de facilité, mais qui s'explique tout à fait dans le courant de pensée de Trubetskoy, qui est le fonctionnalisme. C'est de dire que, puisque ces deux phones, même s'ils ne sont pas en opposition, mais puisque ces deux phones n'ont aucun trait commun, eh bien ce sont deux phonèmes séparés. Ce sont deux phonèmes différents, même s'ils ne sont pas en opposition. C'est un peu une solution de facilité, mais encore une fois, qui s'explique dans le courant de Trubetskoy, qui ne s'explique pas tout à fait dans le courant que j'illustre à travers ce cours, qui est un courant structuraliste et non fonctionnaliste. Alors, quelle est l'autre solution ? Si on considère que le he et le ng sont bien deux faces d'un même phonème. Alors, il est tout à fait possible aussi que l'analyse soit faussée, et que la distribution complémentaire soit faussée, et qu'il y ait d'autres choses à dire, ou que le ng soit en distribution complémentaire avec un autre son qui, lui, entre en opposition avec le he. Il y a toutes sortes de possibilités dans le domaine de l'analyse, c'est vrai. Mais dans le domaine de la déduction, il y a aussi une autre possibilité, qui est tout simplement que, on l'a vu, les traits que l'on a retenus ici, qui sont des traits articulatoires, ne sont pas les bons. C'est-à-dire que ce sont des traits phonétiques, mais ce ne sont pas vraiment les traits distinctifs des phonèmes. Les traits distinctifs, on l'a vu, sont vraiment des objets beaucoup plus abstraits. Ils ont une sorte d'étiquette qui correspond à l'articulation, mais qui peut aussi correspondre à la phonétique acoustique, qui peut correspondre à plein de choses. On a vu que certains avaient même proposé qu'un phonème pouvait lui-même être un trait distinctif. Peut-être que c'est les traits qu'il faut revoir. Peut-être qu'il y a quelque chose de commun, effectivement, entre le he et le ng, mais que ce quelque chose n'est pas décrit par ces traits-là, tout simplement. Je laisse cette discussion ouverte, je vous laisse réfléchir à cela, mais je vais quand même aborder encore un cas qui vous parlera peut-être plus pour vous montrer un petit peu la complexité de la chose et pour vous montrer à quel point la solution que propose Trubetskoy n'est pas optimale. C'est-à-dire en quoi, parfois, elle ne peut pas s'appliquer. Donc on va voir un exemple avec l'allophonie du R, encore une fois. Donc, on a vu en tout début de séance que le R avait trois allophones sonores, au moins. Le R fricatif, le R roulé et le R roulé alvéolaire. Et on a vu ensuite que on avait aussi une variation contextuelle
qui jouait sur le trait de sonorité. Et qu'on avait donc une variante contextuelle sourde pour chacun en réalité de ces trois allophones. Donc on a l'équivalent sourd de re, le re, on a l'équivalent sourd du re, le re, et on a l'équivalent sourd du re, le r. En Polynésie française, par exemple, on ne dira pas un cro, on dira un cro. Donc on a ces différentes variantes, et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que, si vous vous souvenez, le seul trait distinctif que l'on pouvait retenir de notre première analyse sur l'intention du phonème R en tout début de séance, c'était le trait de sonorité. Mais le trait de sonorité, il n'est pas commun à toutes les variantes du phonème R finalement. Autrement dit, on a une base de comparaison commune au sein de la première série, la série des sonores. Elles ont un trait commun, le trait sonore. Donc on pourrait définir un phonème qui les regroupe et qui aurait ce trait sonore comme trait distinctif. Pareil, entre les trois variantes sourdes, on a un trait commun, le trait sourd. Donc on pourrait définir un phonème qui aurait pour trait distinctif ce trait sourd, qui aurait pour intention ce trait sourd. Mais le problème, c'est que entre les deux, il n'y a plus ce trait de voisement commun. En revanche, on trouve quand même une base commune. Entre le re sonore et le re sourd, on a une base commune, c'est fricatif et uvulaire. Entre le r sonore et le r sourd, on a une base commune, c'est roulé et uvulaire. Et entre le r et le ch, la base commune, c'est roulé et alvéolaire. Donc il y a des traits communs. Il y a des traits communs à chaque fois entre chaque phone en réalité. Mais on ne peut pas trouver un seul trait commun pour tous les allophones. C'est là que c'est compliqué. Parce que, contrairement au cas de l'anglais qui était noté par Trubetskoy précédemment, où on avait deux phones qui n'avaient aucun trait en commun, là on a 6 phones qui, à chaque fois, deux par deux, auront des traits en commun, mais qui, dans leur ensemble, n'ont aucun trait commun. Donc aucun trait qui permette de définir l'intention du phonème. Et c'est un petit peu plus embêtant là de dire qu'il s'agit du coup de 6 phonèmes différents, sachant qu'il n'y a aucune opposition et qu'on peut vraiment les interchanger sans que ça ne joue quoi que ce soit ni sur la compréhension du message, ni même sur l'impression acoustique. C'est-à-dire que si je dis re ou re, je pense que vous n'entendrez pas la différence dans un énoncé normal. C'est même pas que vous ne ferez pas la différence entre les deux messages, c'est que vous n'entendrez même pas la différence. Donc c'est un peu embêtant de dire qu'il s'agit de phonèmes distincts. Ça casse complètement la définition du phonème, qui est, je rappelle, l'unité distinctive de sens. Donc là, vous pouvez chercher, on n'a aucun trait commun dans ce tableau, et pourtant, à chaque fois qu'on prend deux phones 2 à 2, eh bien, on trouve des traits communs. Même si vous prenez le R roulé uvulaire sonore et le R sourd fricatif uvulaire, vous avez un trait commun, c'est le trait uvulaire. Il n'y a que entre, par exemple, le R sourd roulé alvéolaire et le R sonore fricatif uvulaire que vous ne trouverez aucun trait commun. C'est-à-dire dans une seule paire sur toutes les paires possibles que vous ne trouverez aucun trait commun. Aussi, non, il y a aussi entre le R et le R, bien sûr. Voilà, donc c'est un peu embêtant d'arriver à la conclusion qu'on a différents phonèmes, alors qu'en réalité on n'a aucune opposition. Et cela est tout simplement dû au fait que l'on a une variation qui s'établit à la fois selon des facteurs linguistiques, donc sur le trait de sonorité, et une variation qui s'établit selon des facteurs extralinguistiques, dialectaux notamment, et qui joue sur cette fois-ci le trait de mode et le trait de lieu. Donc la question qui se pose, qui semble plutôt se poser, c'est oui, on a bien, alors déjà une réponse, c'est oui, on a bien un phonème R, c'est absurde de dire l'inverse ici. Mais ce phonème R, quelle est sa substance? Quelle est l'intention de ce phonème? Eh bien, c'est vraisemblablement pas des traits articulatoires. Donc le trait qui constitue le phonème R, il y a un trait nécessairement qui l'oppose à 0, puisque vous avez des oppositions entre ra, par exemple, ou je sais pas, on va prendre un mot peut-être un peu plus de segments entre ram et am.
vous avez clairement une opposition. Donc le re s'oppose à 0. Il ne peut pas avoir un trait absent, il ne peut pas avoir une absence de trait, sinon ce serait un 0 phonologique. Donc il a forcément un trait positif, mais ce trait, eh bien, on ne peut pas le décrire en termes articulatoires. Alors peut-être qu'une analyse phonétique, pas phonologique, une analyse phonétique beaucoup plus précise, acoustique, nous montrerait qu'il existe une propriété très complexe, très précise, qui serait commune à toutes ces variantes-là. Et c'est des recherches qui existent dans le domaine de ce qu'on appelle les rhotiques, c'est-à-dire ces sons qui sont proches du R, qui ont justement pour propriété d'être très variables. Mais pour le moment, on ne trouve pas de propriétés communes parmi les rhotiques. Et donc, c'est un peu compliqué. Ça signifie que le trait, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement abstrait. Comme le phonème est un objet abstrait, on vient de le voir, il n'a pas de trait particulier ici, pas de trait phonétique, eh bien le trait lui-même n'est pas quelque chose de phonétique. C'est un objet qui est totalement abstrait. Donc ça, c'était pour la petite problématique de fin de séance. Vous voyez, c'est une question un peu pour vous amener sur des réflexions théoriques dans le domaine de la phonologie descriptive, parce que tout cela n'est que de la phonologie descriptive. Mais pour conclure, le cœur de cette séance, c'est-à-dire la façon dont cette séance s'articule avec les autres séances que l'on a déjà vues et que l'on va voir maintenant, ce que l'on a vu, c'est que on ne peut pas exclure la relation syntagmatique dans l'étude de la phonologie. L'étude de la phonologie, c'est principalement l'étude des relations d'opposition. C'est ce qu'on a fait jusque-là avec les paires minimales, etc. Mais les relations syntagmatiques sont également essentielles dans cette étude phonologique. Pourquoi ? Parce qu'il arrive dans des cas où on ne peut pas démontrer qu'il existe une absence d'opposition. Et si on ne peut pas démontrer une absence d'opposition, on est toujours obligé de partir du principe qu'il existe une opposition. C'est l'hypothèse 0, puisque la langue permet des oppositions, nécessairement. Et donc, où j'en étais, j'ai perdu le fil. Oui, on est obligé, pour pouvoir prouver des absences d'opposition, on est obligé d'établir des règles de distribution. Donc, que ce soit des règles ou des contraintes, c'est-à-dire dire qu'un segment est présent, sera toujours présent dans ce contexte-là, ou dire qu'il ne sera jamais présent dans ce contexte-là, on est obligé d'établir ces règles-là par induction. Donc, je rappelle que ce n'est pas par la logique que l'on établit ces règles, c'est par l'observation de données et en essayant d'établir des généralités, tout simplement, qui sont suffisamment solides pour pouvoir se baser dessus, ensuite pour avoir un raisonnement logique. Et à partir de ces distributions, de ces observations distributionnelles, on peut arriver à la situation qu'on appelle la distribution complémentaire, lorsque deux phones ne se rencontrent jamais dans les mêmes contextes. On s'observe tous les deux dans la langue, mais ne se rencontrent jamais dans les mêmes contextes. Et lorsqu'on a cette distribution complémentaire, eh bien, on peut enfin arriver à un raisonnement phonologique, cette fois-ci d'ordre paradigmatique, qui est que, puisque j'ai une distribution complémentaire, je ne peux pas avoir de substitution, et donc je ne peux pas avoir d'opposition. Et si je ne peux pas avoir d'opposition, alors j'ai deux variantes contextuelles. Et donc là, après, se pose toute cette problématique autour de l'intention d'un phonème dont les variantes contextuelles n'auraient pas de trait en commun, mais ça, je laisse le débat ouvert, je ne répondrai pas à la question, puisque j'estime que cette question, d'ailleurs, n'avait pas été suffisamment étudiée, en réalité, en phonologie, et probablement n'a pas reçu de réponse suffisamment solide et suffisamment convaincante. Donc tout ça pour montrer que les relations paradigmatiques qui s'établissent sur l'axe paradigmatique sont dépendantes des relations qui s'établissent sur l'axe syntagmatique, comme on vient de le voir, puisque la distribution complémentaire est tributaire des deux. C'est une distribution, donc une observation de relations syntagmatiques, qui aboutit à une conclusion sur une relation d'ordre paradigmatique. Oui, c'est ça, paradigmatique. Donc la phonologie, eh bien, c'est l'étude à la fois de la phonématique, des oppositions, mais aussi de la phonotaxe, c'est-à-dire de la façon dont les sons s'enchaînent les uns après les autres. Voilà, donc je vous retrouve pour une vidéo où on va faire quelques études de cas maintenant sur ce sujet.